Bonsoir tout le monde. Alors, on a un programme vachement chargé aujourd'hui parce qu'initialement il y avait 3 thèmes et puis on a échangé un petit peu avant le live, on en a rajouté 40 000. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire de quoi on va parler et puis ensuite on va faire un petit tour de table pour se présenter. Alors, le thème initial, l'idée initiale, c'était de parler un petit peu du chauffage parce qu'on est à une saison où le chauffage, ça nous concerne, quoi. Et en plus du chauffage, on avait l'intention de parler des différents niveaux technologiques qu'il est possible d'atteindre en autonomie, ainsi que du partage des connaissances. Et puis là, en échangeant, on s'est rajouté d'autres thèmes qui nous intéressent. Donc, on va également parler des collectifs. Par rapport à la dernière vidéo, on avait un peu parlé des collectifs. Donc, là, on va parler des collectifs aussi. Brian voulait parler du développement de l'autonomie en France. Voilà. Et il y a un autre truc qui intéressait Brian, c'était quel est le niveau d'autonomie que chacun d'entre nous souhaite atteindre. Donc voilà grosso modo de quoi on va parler. On va faire un tour de table pour se présenter. Moi c'est Bjorn. On a tous des chaînes YouTube. Moi j'ai une chaîne YouTube consacrée à l'autonomie. Et la particularité de ma démarche actuelle, c'est que j'essaye d'atteindre l'autonomie tout en conservant un niveau de confort qui est, on va dire, le niveau de confort des classes moyennes françaises. Donc du coup, on en parlera probablement lorsqu'on va parler du chauffage. J'essaye de pas vivre comme je vivais auparavant dans la grange, mais de vivre confortablement. Voilà. Donc là, normalement, Brian, Jacob, voilà. Ah, c'est bon, d'accord. Moi, je me vois. Brian, ancien citadin. Donc, c'est vrai que comme Bjorn, on avait déjà échangé à ce sujet. J'étais je suis issu d'une classe moyenne. J'ai jamais trop bricolé à part des étagères d'un géant de l'industrie suédoise. Suédois, et je me suis lancé dedans parce que je trouvais que beaucoup de choses coûtaient trop cher, qu'il y avait une perte du goût. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient des potagers et qui m'ont fait découvrir le vrai goût. Et de manger des sandwichs, parce que je travaillais à la Défense à entre 10 et 11 euros qui n'avaient pas de goût, je me suis dit qu'il y avait un réel problème dans ma vie. Et voilà comment je me suis retrouvé depuis 3 ans à me lancer avec beaucoup d'échecs, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de partage sur cette chaîne. Ok, alors moi c'est Barnabé Chaillot, j'ai ma chaîne qui s'appelle le même nom, mais il y a un blog avec l'énergie autrement. Et je me suis rendu compte il y a une dizaine d'années qu'on dépendait vraiment de l'énergie et que sans cette énergie, on n'était pas grand-chose. Du coup, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, sur l'énergie, donc ça s'appelle le chauffage, ça dérive sur d'autres choses. Et il y a eu l'alimentation, il y a l'électricité, et voilà. Du coup, voilà, j'en suis là à chercher d'être autonome en énergie, toute confondue. Moi, Jacob Garou, ce qui m'intéresse davantage, c'est plutôt vie dans les bois, tout ce qui est bushcraft, etc. Pas de bivouac. Et en fait, je me suis rendu compte que si je vais de plus en plus longtemps dans la forêt, j'ai envie d'être pas vraiment autonome et me débrouiller un peu avec ce que je veux, faire du feu, faire un abri, vivre dans des cabanes, etc. C'est plutôt cet aspect-là qui me plaît. Voilà, du coup, ça rejoint plein de choses. Voilà. Ok. Alors, on fait quoi? On commence par le chauffage ou ouais? C'est le truc sur lequel on avait le plus parlé. Allez. Alors, sur le chauffage... Pardon? Vas-y, on t'écoute. Ouais, non, donc sur le chauffage, du coup, comme j'avais dit qu'on avait parlé du chauffage, il y a plein de gens qui ont posé des questions je sais pas si c'est en commentaire ou... ouais, c'est ça, en commentaire du petit post que j'ai mis pour dire qu'on allait faire ça. Donc, alors des questions, on a beaucoup, on va pas en traiter énormément, mais j'en balance quelques-unes comme ça, et puis ensuite, on prendra aussi des questions du chat. Alors, Barnabé, tu avais dit qu'il y en a 2 que tu avais validées, c'est bambou comme bois de chauffage et biogaz pour ou contre. Alors, on commence par laquelle? Alors, ni l'une ni l'autre. J'aimerais parler du prix du bois, parce que est-ce qu'on se chauffe au bois parce que c'est renouvelable et c'est la seule chose. Alors, je veux demander que le reste des participants le valident. Est-ce que c'est le bois qui est la seule source renouvelable facilement de chauffage ou pas?
C'est une question Pour moi, il y a à le vous. gaz également. Pour moi, il y a également le gaz. D'accord. Sachant que pour faire du gaz, il faut un ensemble de technologies qu'aucun de nous ici n'est capable de fabriquer. Du coup, est-ce que c'est de Alors, on va en l'autonomie? parler. Non, on va en parler tout à l'heure quand on parlera des niveaux technologiques. C'est. D'accord. Ok. Alors, il y a le gaz et il y a également pour faire du chauffage le soleil. Ok. Le soleil direct. Je parle pas de passer par l'électricité. Je parle de la chaleur directe pour chauffer de l'eau. On peut directement utiliser le soleil, par Alors, exemple. j'ai une anecdote sur la plaquette forestière, qui est un outil, enfin, qui est un combustible assez facile à trouver, qui est fait avec des grosses machines. Mais au final, moi, je croyais qu'il coûtait 40 euros le mètre cube, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à du bois de chauffage acheté. Et en fait, je me rends compte qu'il est revendu ce prix-là, mais les gens qui le vendent à ces revendeurs, en fait, ils le vendent 40 euros la tonne. Et du coup, ça m'a fait, parce que du coup, c'est 4 fois moins cher encore. Du coup, ça fait du chauffage qui est vraiment pas cher, à condition d'avoir des poêles qui peuvent le brûler. Et moi, j'avais fait un petit poêle qui pouvait justement le brûler. Ouais. Toi, tu vois que le bois comme énergie renouvelable pour chauffer? Si on parle d'autonomie réellement, ah non, enfin, à partir du moment où on est derrière une vitre et qu'on peut mettre un bon pull, on peut être autonome en chauffage. Mais oui, le bois surtout. Le solaire, hein, ça reste une usine à gaz, parce que j'ai essayé plusieurs fois d'en faire. C'est très compliqué. On peut en parler facilement, mais à mettre en place réellement, c'est compliqué. Il faut des circulateurs souvent. Du coup, ça demande de l'électricité. Du coup, est-ce qu'on est autonome en chauffage si on a besoin d'électricité? Je ne sais pas. Ou alors, il faut des panneaux solaires, puis une batterie. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologie. On va en reparler. Mais du coup, j'appelle pas ça de l'autonomie. J'appelle ça tributaire de techno. Ah zut, j'en ai oublié un dans la liste aussi. C'est le magma de la Terre, le magma terrestre. Et non, c'est vrai. Hein. Les puits canadiens, ce type de système. Et en fait, faut jamais partir sur un truc unique. En fait, tu combines un certain nombre de trucs. Tu fais un puits canadien, tu chauffes ton eau éventuellement avec le soleil. Tu rajoutes alors moi j'ai parlé de mon installation à moi, mais tu rajoutes un chauffage central au bois. Tu vois, des choses comme ça. Et la somme de ces petites choses, et il y a le gaz. Tu peux également te chauffer au gaz. La somme de ces choses fait que selon moi, on peut peut-être pas à l'échelle d'un pays de 60 millions d'habitants, parce que ça c'est une autre question, mais à l'échelle d'un pays de 25 à 30 millions d'habitants, on peut tous se chauffer de façon autonome, confortablement, quoi. Je sais pas. Le premier chauffage, et après je vais laisser la parole. Le premier chauffage, déjà, c'est bien isoler sa maison et pas avoir une maison trop grande. Mais je pense que si on essaie de chauffer une grande maison qui n'est pas isolée, on pourra en discuter 1000 ans. C'est une fausse discussion. On n'est pas dans le sujet. On doit pouvoir des maisons qui puissent se rétrécir en hiver, qu'on puisse habiter qu'une seule pièce, l'isoler beaucoup, puis être capable de vivre à 16 degrés, un peu mieux habillé. Mais on n'est pas dans une société qui veut ça. On veut une société où on est en slip, même quand il fait moins 10 degrés dehors. Et c'est complètement incohérent avec, pour moi, la discussion sur l'autonomie de manière cohérente. Mais voilà, c'est mon point de vue. Brian, Jacob, sur le chauffage? Vas-y, Jacob. Ouais, je peux vous parler justement. Là, je suis en train de faire. J'ai fait un rocket stove, il est juste là en plus. Je sais pas si vous le voyez très bien. Bon, là. Avec la lumière. Okay. Dédicace à Bernabé, c'est vraiment grâce à lui qu'en fait j'ai découvert les rocket stoves en fait au début. Et là, du coup là il est en train il est allumé, il va faire genre 20 degrés. Là maintenant qu'il n'y a plus de soleil, donc en fait c'est juste avec ça que je me chauffe. Je brûle environ 1 ou 2 kilos par jour. Le soir essentiellement, je fais un petit feu en fait, je fais juste un petit feu le soir. Ça dure quoi, une ou 2 heures et c'est fini en fait, ça chauffe pendant pas mal de temps. Peut-être pas toute la nuit, je me réveille le matin, il fait moins de 10 degrés, bon c'est pas grave, c'est juste un manque de confort, mais moi ça me va très bien. Et du coup, 1 ou 2 kilos par jour de bois, ça fait, si je chauffe la moitié de l'année, ça me fait, on va dire, 200 jours de chauffe, ça fait environ 400 kilos. 400 kilos, c'est une demi-stère. Avec une demi-stère, j'arrive à me chauffer pour un habitat qui fait 13 mètres carrés.
C'est pas très grand, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et en fait, à côté de ça, j'ai une grande baie vitrée sur la face sud. Donc en fait, là, typiquement aujourd'hui, en fait, il y a eu pas mal de soleil. Exceptionnellement, depuis les derniers jours, c'est assez pourri. Mais du coup, en fait, juste qu'il fasse un peu de soleil, du coup, il faisait 20 degrés à l'intérieur. Et juste, c'est le soleil qui me chauffait. Et je pense que du coup, ce couplage-là entre soleil, surtout hors saison, enfin des moments où en fait, il y a du soleil, qui chauffe l'habitat, et après un complément avec un rocket stove ou un poêle de masse ou un truc chauffage au bois, je pense que c'est une combinaison qui est excellente déjà. Plus après, toute l'isolation. C'est marrant parce que le sujet du chauffage, je pense que je suis le plus au sud de nous quatre, et nous, on se le pose très peu dans le sud. Alors, autant vous dire que j'ai eu un ster et demi à peu près, grâce à la fouage. Donc, si vous voulez, on en parle soit tout de suite ou on en parle après, sur ce que c'est. Non, vas-y, enchaîne, parle-en aussi, ouais. Ok, donc nous, on a la chance d'avoir une très grande forêt communale dans ma ville, et donc il y a ce qu'on appelle la fouage, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la forêt ou une partie des coupes qui sont pour les habitants, et nous, ils nous le coupent et ils nous le vendent carrément déjà, tu vois, prêt à l'emploi. Tu as juste à venir avec ta remorque et à te servir, et on le paye 35 € le ster. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement intéressant quand on voit le prix sur des sites de petites annonces et tout. Donc c'est vrai que il n'y a pas grand chose à faire chez nous à part aller se servir et utiliser, par exemple, ici il y a 25 mètres carrés et je mets 3 bûches et il fait trop chaud. Donc ça, vraiment le bois, je pense que si on est en Savoie, si on est un petit peu en altitude, même plus au nord par rapport à chez nous, c'est gênant. Mais quand on est dans le sud-ouest ou dans le sud-est, sauf si on est un petit peu en hauteur, c'est pas une question importante. Tu vois, je suis comme ça, je chauffe pas ce soir et il fait super bon. Il doit faire 17, 18 degrés. Enfin, moi, ça me suffit. Et le chauffage, je pense, est assez important quand on a des gamins, parce que quand j'en parle avec des gens chez qui je vais faire des visites, ils me disent, mais si ça tenait qu'à moi, un bon pull, ça suffit, et puis on se met sous la couverture. Mais c'est pour avoir une bonne ambiance générale, tu vois, pour que les enfants et tout soient au chaud. Donc ça dépend, je pense vraiment que le chauffage, c'est pas une question importante pour les personnes, sauf si tu es en Ariège ou dans les Pyrénées, mais franchement, dans le sud-ouest, c'est pas une question trop importante ici. Ouais. Hop. Ouais, je vais rebondir sur deux choses. Moi je suis, mon village est comme le tien. Donc chez moi, c'est 40 € le ster. Donc c'est très 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 raisonnable. Et je pense que ça existe dans énormément de villages français en fait. Il y a énormément de villages en France où ça existe. Mais voyez, par exemple, si vous vous installez sur un site, c'est un point à voir. Si vous n'avez pas à votre disposition une forêt, c'est toujours utile d'avoir une petite forêt, hein, mais si vous n'en avez pas une à disposition, c'est intéressant de ne pas choisir un village dans lequel vous n'allez pas avoir du tout de ressources en bois. Et même si il faudrait qu'on parle de l'épuisement des ressources, y compris. On va peut-être en parler dans les technologies. Barnabé, si tu as quelque chose à dire là-dessus, parce que ça rejoint un peu ce que tu disais. Je balance Barnabé, là, vas-y. J'ai écrit dans un magazine Yggdrasil, je ne sais pas si les gens connaissent, et il y a une phrase que j'ai écrite, que j'aime beaucoup. On pourrait tous se chauffer au bois, ça serait génial, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de bois. Et la bonne question qu'on pourrait se poser, c'est il n'y a peut-être pas assez de forêt, mais c'est peut-être pas à cause du manque de forêt. C'est peut-être qu'on est beaucoup trop nombreux pour utiliser autant de bois. Du coup, le bois c'est bien, mais si tout le monde l'utilisait, ça serait pas assez. Et du coup, voilà. Du coup, la question sur être autonome en chauffage bois, alors je parle pas pour le sud, mais c'est compliqué. Ouais. Il y a quelqu'un dans les commentaires tout à l'heure qui me posait la question. Il disait pourquoi 30 millions. Je disais que la différence, elle se faisait entre 60 et 30 millions pour l'autonomie de la totalité de la population française pour le chauffage. Et il me disait pourquoi 30 millions. Voilà, c'est ce mec-là. Tac. Voilà. Pourquoi cette différence entre 30 et 60 millions? La population, la France, elle s'est chauffée de façon autonome sans aucun problème jusqu'à 20 millions d'habitants et sans aller puiser dans des ressources fossiles. Donc on sait que la France, elle peut tourner à 20 millions d'habitants
Il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin d'aller chercher du charbon, il n'y a pas besoin de pétrole, il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a besoin de rien. Sauf si on a en 1850, il y a eu James Watt avec la machine à vapeur. Et là, on a eu besoin de bois déjà pour la construction, puis pour le chauffage, puis pour se déplacer et faire tourner toutes les machines à vapeur de l'industrie. Et là, il faut le savoir, il n'y avait plus un seul arbre en France, à part 2 endroits, un tout petit dans les Pyrénées et un tout petit à Fontainebleau des Forêts Royales. Il n'y avait plus un seul arbre en France. Et du coup, on a découvert le charbon minerai et on s'est dit, waouh, ça va sauver la planète parce que sinon, il n'y avait plus d'arbres. Et du coup, c'était au final une autre catastrophe, mais on a continué et du coup, on est passé au nucléaire en se disant, ouf, il n'y aura plus de charbon, on fait un nouveau super truc, mais on ne sait pas si le nucléaire, ça va être aussi moins pire que le charbon. Alors, on est en train de passer au solaire lithium. A priori, ça sera encore pire que ce qui était avant. Donc voilà, on va de catastrophe en catastrophe depuis qu'on était 20 millions et qu'on n'avait pas utilisé le bois pour le transport et les machines à vapeur. Ouais, c'est ça. Juste, je me permets de t'interrompre, Barnabé. Oui, c'est à peu près à cette époque. Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas au 19e siècle, je remonte au 18e. Parce que, mais oui, mais j'ai essayé d'être précis. Parce que à partir du 19e siècle, c'est ce que je disais, on a commencé à utiliser le charbon. Et puis après, on a amorcé le cycle que tu décris très bien, quoi. On est passé le charbon, puis l'électricité, puis voilà. Mais on sait qu'avec juste du bois, 20 millions d'habitants, ça a fonctionné. Je pense qu'on peut grimper jusqu'à 30 parce que les niveaux technologiques ont augmenté et que on peut gérer le bois différemment de ce qu'on faisait auparavant. Voilà. En termes de production, mais en termes de combustion, on n'est pas du tout bon. Et si vous proposez à une ville comme Grenoble, qui est juste à côté de chez moi, qui fait 200 000 habitants, mais même à 50 000 habitants qui auraient des foyers bois, ça serait irrespirable, ça j'en suis certain. Oui, c'est une cuvette. Ce qui est un autre problème, mais ce qui est aussi un problème, une réalité. Je suis d'accord. Mais ce qui a été un problème énormément au XVIIIe siècle, puis au XIXe, quand ils ont commencé à chauffer au bois, vous voyez, souvent, on se balade dans les rues et sur le mur des églises et tout ça, des cathédrales, on voit que c'est tout, qu'il y a un dépôt noir. Et on dit, ouais, c'est la pollution des voitures. En fait, des formes de pollution, il y en avait déjà au 19e siècle, et puis même il y en avait déjà certaines formes au 18e, quoi. La pollution, en fait, c'est juste un signe de l'activité humaine, quoi. Partout où on arrive, on produit des trucs comme ça, quoi. Je sais pas. Mais je suis d'accord que ça poserait un autre problème, à savoir la pollution. La pollution. Il y a des pays comme au Japon aussi où ils utilisent encore les trognes. Nous, on le fait plus ou moins, on en parle, et je l'ai déjà vu sur de nombreuses vidéos. Mais les trognes, ça peut être une bonne solution pour avoir à disposition sur des arbres plutôt costauds, sans les tuer, parce qu'on sait très bien et on voit que des arbres ont été taillés en trogne pendant des centaines d'années et qui sont encore costauds, qu'ils n'ont pas été affaiblis apparemment. Et c'est ce que faisaient, si je ne dis pas de bêtises, les paysans, parce qu'ils ne possédaient pas l'arbre, ils n'avaient pas le droit de le couper. Mais alors, ce qu'ils faisaient, par contre, c'est qu'ils le taillaient en trogne pour pouvoir récupérer le bois qui poussait sur 2 ou 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est peut-être une solution pour avoir du bois continuellement pour du monde. Peut-être. Ouais. Non, attends, mais du coup, c'est intéressant les points que tu soulèves, Barnabé, parce que est-ce que tu as une idée d'une solution, d'une alternative? Ou alors, est-ce qu'on descend à 10 millions d'habitants? Je n'ai pas du tout d'idée et je ne veux pas me laisser entraîner là-dedans sur la surpopulation. J'ai mes idées et je n'ai pas forcément envie parce que c'est très mal vu encore. C'est tabou. C'est une discussion taboue, la surpopulation, donc c'est mieux de ne pas en parler. Par contre, concernant le chauffage et combien est-ce qu'on est assez, ça pose la question et c'est bien. On peut être autonome en chauffant avec du bois, mais comment est-ce qu'on le brûle? Et du coup, là, on pourrait s'intéresser à la qualité de la combustion. Alors actuellement, les granulés font très peu d'émissions, mais c'est une industrie monstrueuse pour les fabriquer, y compris en électricité. Il faut broyer, sécher, compacter, tout ça. Les rocket stoves, donc j'arrive sur le sujet-là. Beaucoup d'air, un foyer très très chaud et on a des combustions qui sont très très bonnes. Et ça pourrait permettre peut-être de mieux utiliser le bois. Quand je vois des gens qui ont des cheminées ouvertes ou qui laissent un vieux bout de bois, enfin un gros bout de bois dans la cheminée en coupant le tirage, en se disant ça va chauffer longtemps, oui, mais du coup, il y a
quantité de pollution monstrueuse. Alors, oui, on est autonome en chauffage, mais on pollue à mort les voisins, c'est pas très sympa. Ouais. Bon, alors, du coup, je suis embêté parce que je veux pas rentrer sur la surpopulation parce que je vais juste faire une observation qui me semble positive et puis je vous demande, voilà, tu sais, je te cache ton écran, Barnabé, comme ça on ne voit pas, on fait comme si t'étais pas là. C'est que il y a un truc qu'on observe depuis le 19e siècle, c'est que voilà, super. Avec la montée des niveaux technologiques et avec la montée du confort de vie, il y a un phénomène naturel qui se passe, pas que chez les Occidentaux, mais dans toutes les civilisations de la Terre. Ça se passe aussi bien au Japon que n'importe où. Dès que les gens ils atteignent un certain niveau technologique, ils commencent à faire moins d'enfants. Ils commencent à faire moins d'enfants et ils transmettent les connaissances différemment et la famille prend une notion différente. Je pense, peut-être que je me trompe, mais que c'est un mécanisme qui se fait naturellement en fait. C'est-à-dire que de la même manière que tu disais tout à l'heure, oui, on commençait à galérer avec le bois, on commençait à plus trouver de bois. Et ben il y a une solution qui est apparue, c'est l'utilisation du charbon. Je crois pas à la nature comme un truc magique, hein, mais j'observe que la nature, elle fait qu'il y a des phénomènes d'accroissement de population ou d'élimination de population en fonction des ressources et en fonction de la manière dont les populations s'adaptent aux ressources. Et lorsqu'on a un peu de prospérité et d'abondance, les gens tendent à faire moins d'enfants. Ils en font parfois un seul enfant, tu vois. C'est des familles avec un enfant. Et puis deux. Et puis, ce qui fait que la population, elle tend à décroître. Et on est leurré par les chiffres de l'accroissement de la population mondiale. On a l'impression que la population mondiale, elle croît. Bah oui, la population mondiale, elle croît, mais là où il y a un niveau technologique élevé et un niveau de prospérité élevé qui est atteint, la population, elle décroît. De partout. Et c'est pour ça que... Pas en France, hein. Je ne sais plus combien, mais on prend encore, je ne sais pas combien de millions d'habitants, enfin au moins 1 million par an. On est en dessous de 2 enfants par femme. En France, je ne veux pas dire les... Attends, du coup, de mémoire, c'est un 8. Peut-être que ça a changé, mais en France, la population décroît. Actuellement, la population française est en train de décroître. Il y aura moins de gens dans 50 ans qu'il y en a aujourd'hui. Oui, mais et dans 100 ans, il y en aura encore moins. Mais chaque jour, il y a un peu plus de monde et d'année en année, il y a un peu plus de monde en France. Alors le futur, on en parle, mais actuellement, c'est pas le cas. Donc le futur, peut-être, mais c'est pas le cas. Chaque année, on prend des millions d'habitants en plus. Voilà. Écoute, je sais que le sujet est embêtant, donc on va pas rester sur ce sujet. Je voulais terminer sur un truc positif là-dessus, mais c'est pas grave. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je me permets juste une chose. J'ai eu la chance d'aller visiter une maison enterrée ce week-end. Et on s'est chauffé avec une seule bûche, c'est-à-dire qu'il y a eu du petit bois pour faire un peu de braise et pour faire lancer la bûche. Avec une bûche, on a eu 3 heures, il faisait 20 degrés, il faisait exceptionnellement bon. Donc l'isolation, les petites surfaces sont peut-être des choses qui nous permettraient de ne pas avoir à chauffer. Alors j'ai une autre personne, c'était Benjamin en Moselle, qui me disait, mais quand je vois la tronche des cheminées des vieilles maisons, on chauffe tout le quartier dès qu'on met du bois. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une solution aussi d'aller sur du plus petit, vu qu'on est plus nombreux, plus petit et mieux isolé. Ouais. Ouais, mais il y a deux espaces différents dans les maisons anciennes. Il y a un espace où on vit à l'année et un espace où on vit que l'hiver, en fait. Moi, dans la maison dans laquelle je suis, c'est évident. La maison, elle est conçue pour qu'il y ait 50% de la maison qui est pas utilisée l'hiver. Et c'est tellement flagrant que là, j'ai une porte avec un escalier qui donne sur une partie de la maison et la porte est isolée. Elle est isolée thermiquement avec, vous savez, de la grosse mousse sur les côtés tout autour. C'est-à-dire qu'ils ont conçu le truc pour que vraiment, en hiver, on ferme cette partie de la maison et on chauffe que le reste de la maison, quoi. Tu vois. Voilà. Sur le chauffage, je sais pas, elle va durer 1 heure ce truc parce qu'on va pas pouvoir tout voir. Sur le chauffage, changeons de sujet.
Les bambous comme bois de chauffage, tu avais un truc aussi à dire, là, Barnabé, là-dessus. Comme les trognes, s'il y en a assez pour une personne, je ne sais pas, peut-être 1000 mètres, 2000 mètres de bambou et que ça marche bien, c'est autonome en chauffage, je trouve ça sympa. Voilà. C'est chouette. Alors juste, si des gens se lancent dans le bambou, j'ai tenté, cassez bien les bambous avant de les mettre au feu, sinon ça explose. Enfin, de toute façon, vous faites l'erreur une seule fois, mais je me suis fait avoir parce que j'ai du bambou et c'est vrai que c'est invasif, donc c'est la première chose qu'on a envie de cramer quand ça a bien séché. Si tu le pètes pas et que tu laisses des espèces de chambres d'air, mais ça explose et ça peut être très mauvais pour les poils. Donc voilà, juste pensez à bien le casser pour ceux qui n'ont pas encore chauffé du bambou. Ouais, c'est un peu chiant d'ailleurs, faut tout, enfin, vraiment tous les casser entre eux, c'est un peu chiant. Mais après, c'est vrai, ça chauffe super fort quand même. C'est pas une bonne solution. Enfin, c'est pas une solution. Parce que justement, en couplé avec un rocket stove, ça peut être une combustion super super forte et je pense pour le coup, ça peut bien fonctionner parce qu'on a vu qu'on pouvait faire brûler quasiment n'importe quoi. Il y a Barnabé qui faisait même brûler de l'herbe ou des feuilles mortes, donc ça brûle vraiment n'importe quoi en fait. Ah, tac. Ouais, ok, c'était le petit mot bambou. Et alors l'autre question, c'était biogaz pour ou contre? Alors, je me permets de commencer. Le Vas-y, biogaz, vas-y. pour se chauffer, il faut beaucoup de matière organique et cette matière organique, elle pourrait servir à autre chose. Et des rendements qui sont de 15-16%, c'est sympa, mais pour se chauffer, je trouverais dommage. Il vaudrait mieux brûler la matière organique qui servirait à faire le biogaz. On brûle une bouse, ça fait plus de chauffage que de faire du méthane avec, et après de brûler le méthane pour se chauffer. Par contre, pour chauffer des aliments et se cuisiner, ce qui dans une petite maison chauffe aussi la maison, pourquoi pas, à condition de pouvoir enlever le H2S, les vapeurs de soufre qui sont dans le méthane. Ouais, moi sur le biogaz, je suis un peu sur la même position que Barnabé, c'est-à-dire que je sais que ça fonctionne pour le chauffage parce que j'ai vu des exemples de personnes qui l'utilisaient pour le chauffage, mais ça demande beaucoup de caca, de vaches. En l'occurrence, l'exemple que j'ai vu, c'était quelqu'un qui utilisait un truc pour faire du méthane à partir de ses vaches, quoi. Par contre, à l'échelle individuelle de gens qui a pas des gros animaux comme des vaches, pour chauffer la nourriture, et il y a un autre truc aussi, c'est pour l'éclairage. C'est des usages qui consomment pas énormément et qui sont des alternatives. Alors pour l'éclairage, à l'électricité, notamment en hiver, où on est beaucoup, je sais, à avoir eu des problèmes parce qu'il y a eu. Là, j'ai vu la cabane autonome qui avait sorti une vidéo où ils retournaient à la civilisation. Je crois qu'ils avaient utilisé le groupe électrogène, je ne me souviens plus, mais l'hiver, c'est le moment où on utilise de l'essence, hein, faut le savoir. Le gaz peut être une alternative. Voilà, on n'a plus d'électricité, on peut s'éclairer au gaz. Alors, juste pour la cabane. Pardon, Jacob. Si tu veux. Non, juste, je rebondis sur ce que tu as dit sur la cabane, vu qu'on habite vraiment à côté. Lydie et Eric de la cabane, on est dans la même région, on a eu 13 jours sans un rayon de soleil. Donc, c'est pour ça que ça leur a fait bizarre d'allumer le groupe électrogène. Et on a eu la même chose ici. Et c'est une des premières soirées où j'ai de l'électricité. Et c'est vrai que quand on veut soit de l'éolien, soit du solaire, en hiver, souvent, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pas compliqué parce qu'il y en a, ils me disent, mais pourquoi en hiver, c'est compliqué? C'est juste que vu que les jours sont courts, il a intérêt à faire beau. Parce que s'il fait pas beau, t'as pas beaucoup de temps pour charger tes batteries ou pour charger ton système. Et c'est à partir de ce moment-là où si tu as que, je sais pas, on a quoi? On a normalement 5-6 heures d'ensoleillement quand on est en plein hiver ou quand on y arrive, comme à notre saison. Le problème, c'est que s'il fait pas beau et que tu es en plein milieu d'un brouillard, là, ils ont passé, on en a parlé avant-hier, ils ont passé 12 jours ou 13 jours dans le brouillard. Donc il y a un moment où on ne peut pas faire de miracle, il n'y a aucune production solaire. Jacob, t'allais dire un truc? Ouais, c'est pour le méthaniseur biogaz. Il y avait Citoyen Prévoyant qui avait fait une vidéo justement dessus qui montrait, enfin, il me semble que c'était lui, qui montrait justement une famille de 4 qui pouvait produire jusqu'à 6 mois de chauffage, pas de chauffage, de cuisine pour justement brûler après pour manger. En fait, ils prenaient des restants, genre de soupe, de pâtes, etc. Tout ce qui était liquide, ils mettaient dans une cuve. Cette cuve, du coup, fermentait, il y avait ce produit du méthane, donc il y avait tout après un système de purification.
qu'après, il y avait un gros stockage, une autre grosse bonbonne qui contenait le méthane. Et ensuite, après, ils reliaient ça à la plaque de cuisson et c'est comme ça qu'ils pouvaient cuisiner. En fait, ça pouvait faire 6 mois de l'année. Donc, pourquoi pas, je sais pas, pour prendre 6 mois de l'année, faire l'été. Là, en plus, il fait chaud, il y a beaucoup de production aussi de méthane. Et après, les 6 mois de l'année qui restent, c'est chauffer au bois avec le poêle à bois, parce que du coup, ce sera l'hiver. Donc, justement, c'est plutôt faire des situations un peu mixtes, comme ça, qui marcheraient assez bien, je pense. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où en fait, je pense qu'il faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. C'est une combinaison de plein de trucs. Y a quelqu'un un peu plus haut dans les commentaires qui disait les puits canadiens, ça ne change que de quelques degrés. Alors je vais pas rechercher le commentaire. Bah oui, c'est vrai, ça ne change que de quelques degrés. Mais en fait, si tu utilises ne changer que de quelques degrés avec ce système-là, que tu le combines avec une très bonne isolation, que tu es dans une situation comme Jacob où la lumière du soleil te chauffe un petit peu, et puis que tu utilises en plus du bois pour chauffer, la somme de toutes ces petites choses, ça fait que tu te chauffes en hiver, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. Je pense qu'il faut rajouter un nouvel élément qu'on a sur certaines choses, mais pas sur le chauffage, c'est la saisonnalité. Si aujourd'hui, je vous propose de manger des fraises en hiver, vous allez me dire, bah, oui, tu déconnes un peu. Si je vous dis que là, on est dans la nuit, on est dans le noir parce qu'il y a du brouillard, vous allez, enfin, pas pour ici, mais il y a plein de gens qui vont dire, bah non, on est dans le noir, c'est inadmissible. Alors que s'il n'y a pas de soleil et qu'on n'a pas pu recharger quoi que ce soit, ça serait entre guillemets normal qu'il soit dans le noir. Et s'il fait très froid, ça serait normal qu'il fasse froid dans la maison. On est comme ça, la saisonnalité existe et on veut s'affranchir de cette nature. Alors que je pense que ça cause beaucoup de soucis et beaucoup de difficultés, de problèmes à résoudre. Alors qu'on pourrait juste s'adapter et attendre. Quand il fait nuit, on dort et puis quand il n'y a pas de soleil, on a plus froid. C'est comme ça. L'adaptabilité, okay. C'est quelque chose qu'on a perdu complètement et je pense qu'on va devoir le regagner dans les années à venir et ça sera beaucoup plus simple. Grand sujet des chaînes survivalistes, ça, s'adapter à... bref, on en parlera. Il y a 1 milliard de trucs à voir, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est dessus et on a encore 40 thèmes. Donc, on va pas faire toutes les questions sur le chauffage. Si, il y a une question sur le chauffage qu'on va faire, parce que je la trouvais marrante. Et Barnabé avait aussi un truc intéressant à dire. Il y a quelqu'un qui demandait quid d'une éolienne avec des pannes en panneaux solaires. Alors l'idée, c'est voilà, vous avez une éolienne avec des pales en panneaux solaires, et donc à la fois vous produisez de l'électricité avec le vent et avec le soleil. Et Barnabé, je trouvais que c'était marrant ce que tu disais. Alors déjà, s'il y a du soleil, c'est mieux de mettre une vitre plutôt que des panneaux solaires photovoltaïques parce qu'il y a des rendements qui sont 4 ou 5 fois moins. Et en plus, en journée, s'il faut mettre en face du soleil les panneaux solaires, il y a des chances que le vent ne soit pas forcément dans ce sens-là. Du coup, c'est comme vouloir un sous-marin qui vole, c'est compliqué. Voilà, donc on va terminer le chauffage sur le sous-marin qui vole. Alors, vous voulez quoi? Les niveaux technologiques, les collectifs peut-être. Moi, le truc dont je voulais vraiment parler, c'était les niveaux technologiques. Mais sur les collectifs, il y a... non? Attends, peut-être un peu plus... Si, je vais juste rajouter un truc aussi, justement, d'utiliser aussi de l'eau comme masse thermique pour après, en fait, utiliser l'eau comme batterie, on va dire, pour en plus stocker l'énergie momentanément dans l'eau. Puis en fait, c'est un coefficient de conductivité thermique énorme. En fait, c'est largement mieux que la brique, que le granit ou autre chose. En fait, juste chauffer de l'eau, c'est bien plus efficace que chauffer un autre composant. Et justement, avoir des systèmes aussi couplés entre chauffage bois avec qui chauffe une réserve d'eau, je sais pas, 100 litres ou 200 litres. Et ben, en fait, c'est déjà t'as de l'eau chaude et en plus de ça, ça va temporiser encore plus la durée de chauffage. Et c'est ce que là, je suis en train de faire une amélioration sur mon Rocket Stove, transformation aussi en batch box, et justement avoir ainsi de l'eau chaude qui va vraiment laisser le dôme vraiment chauffer pendant plusieurs dizaines d'heures en fait. Et ça aussi, c'est un truc qui est quand même pas mal. Ouais. Jacob, donc on n'enchaîne pas sur les collectifs ou pas? Si, vas-y. Les collectifs je vais rajouter ça. Ouais. Je voulais juste rajouter un truc extrêmement pratique. Moi, je me suis retrouvé la première année où mon budget, je l'avais déjà explosé au bout de 6 mois, donc j'avais pas une thune. Et pour me chauffer l'hiver, j'ai trouvé un truc vraiment génial. Bon, bien sûr, je mettais l'eau sur le poêle pour la chauffer et je mettais l'eau dans une bouillotte en cuivre.
Et la bouillotte en cuivre, ça garde vachement la chaleur et ça restitue la chaleur pendant 2 heures et demie. Et quand tu vas au lit et que tu la mets sous la couverture, tu as extrêmement chaud et ça coûte rien du tout. Et là, les gens, ils peuvent aller sur des sites de vente aux enchères en ligne, etc. Tu en trouves entre 10 et 40 euros selon la qualité. Mais s'ils la prennent en cuivre, le cuivre est vraiment une excellente matière pour restituer longtemps la chaleur et c'est vraiment génial. Ça coûte presque rien et ils peuvent le garder. Je pense qu'ils pourront le refiler à leurs gosses. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez dernière sur le chauffage ou on passe au collectif? Ouais, c'est bon. Ouais, on est clos sur. Non, il y a encore plein de trucs sur le chauffage, mais sinon, il aurait fallu faire un live juste sur juste le chauffage. C'était pas super sexy comme titre, hein. Le chauffage, ouais, bof. Ouais, donc les collectifs, ouais, authentique, on parle chauffage. Les collectifs. Alors, dans la vidéo précédente que j'ai sortie, il y a. C'est quelqu'un en fait qui raconte, il a eu 2 expériences où ça s'est pas forcément bien passé pour lui. Et la première cause d'échec, chronologiquement, ça a été les collectifs. Moi, j'ai une expérience dans les collectifs. Je sais que Jacob a également des expériences en collectif. Il va peut-être vous en parler. Barnabé et Brian. Barnabé non, Brian. Alors moi, le seul retour que je pourrais vous dire sur un collectif, c'est que j'ai failli aller voir un éco-village et 2 semaines avant que j'aille les voir pour faire un reportage, il s'était explosé après 2-3 ans. Donc moi, voilà. Un des collectifs. Non, par contre, c'est intéressant. Je me permets de t'interrompre. C'est intéressant parce que ton expérience sur un collectif, c'est d'observer qu'au moment où tu vas voir le collectif, il existe déjà plus parce qu'il est parti en couille. Problème juridique, rapport avec l'argent. Par contre, à côté de ça, j'ai eu la chance d'aller visiter un fort autonome où le collectif, il était super. Et ils avaient dit que c'était la communication qui faisait que ça marchait d'après eux. Ils se permettent de faire très régulièrement des réunions où on se parle. Et c'est peut-être pour eux, c'était un des secrets de réussite. Après 6 ans, ils étaient encore là. Bon. Voilà. Voilà. Donc, on commence par Jacob, puisque. Alors, toi, tu vis actuellement dans un collectif. Ouais, c'est ça. Je vais parler un peu plus fort parce que je crois qu'on m'entend pas très très bien. Je vais me rapprocher un peu. Ouais, c'est ça. En fait, là, je suis depuis plus d'1 an et demi. Là, je suis en train de vivre dans une sorte de mini-communauté. Donc, on est en un peu moins de 10. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup parlé de cette communauté-là, parce que c'est vraiment plutôt un démarrage, parce que c'est pas vraiment un écolieu encore, c'est quelque chose qui se développe. On voudrait tendre vers ça, et ce que j'observe pour l'instant, en tout cas pour les collectifs, parce que j'ai aussi fait appel à des chantiers participatifs pour construire le dôme, donc c'est vraiment génial par rapport à avant, parce que j'étais vraiment seul quand j'ai fait mon expérience dans les Pyrénées. Et là, j'ai vraiment voulu vivre quelque chose de vraiment très différent pour voir si j'aimais ça ou pas, s'il y avait des avantages. Et oui, effectivement, il y a beaucoup d'avantages. Le travail à plusieurs, en fait, on est beaucoup plus efficace, mais en contrepartie, on passe aussi beaucoup de temps à justement argumenter. Il y a beaucoup aussi de conflits, en fait, entre les personnes, forcément, parce que du coup, on vit là, en tout cas, on est un peu sur les uns sur les autres. Bon, excepté moi qui suis un petit peu au fond du jardin, enfin, genre, tout au fond de la propriété, donc ça va, je suis plutôt tranquille. Mais ouais, il y a beaucoup d'efforts sur justement la communication, se mettre d'accord sur plein de choses. Et ça prend beaucoup de temps. Donc on gagne du temps quand on est vraiment d'accord. Mais après, en fait, il y a beaucoup de temps aussi qu'on dépense à régler le côté social. Et ça que j'étais pas habitué auparavant. Mais ouais, c'est quelque chose c'est une bonne expérience en tout cas. Ça fait un bout de temps que ça fait quelques temps que je suis ici. Je ferai une vidéo, je pense aussi là-dessus un jour. Mais ouais, c'est pas évident le collectif. Ouais. Moi, je vais te rejoindre. Hein. C'est-à-dire que. Tu veux dire me rejoindre dans le dôme là? Ah ouais, en fait, je suis juste devant là. Je suis devant. On voit pas l'image, mais en fait, je suis dans la nuit, juste devant chez toi là. Stalker. Ouais, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, si. En fait, il y a deux niveaux de collectif.
il y a à l'échelle d'un village où c'est une forme de collectivité, mais c'est une masse d'individualité. C'est-à-dire qu'il y a la famille est le noyau central individuel, et le collectif est un collectif de familles sur la base de l'individualisme, en fait. Ça, c'est le village. Et il y a les collectifs où on partage tous quelque chose au sein d'un village. C'est-à-dire qu'il y a le village qui existe, et puis au sein du village, on est un sous-groupe du village. Et en fait, le problème du sous-groupe au sein du village, c'est que les gens veulent tout le temps soit rechercher un consensus, c'est-à-dire que soit afficher qu'on respecte les autres, qu'on est d'accord, qu'on est bienveillant, qu'on est gentil, soit se démarquer du groupe. C'est-à-dire, il y a un leader qui apparaît. Il y a un leader ou une forme de leader. Et quand on parle de collectif, initialement, c'est dans l'idée, c'est tout le monde est pareil, tout le monde est égaux, tout le monde a les mêmes droits. Mais en réalité, dans tous les collectifs que j'ai pu voir, il y a à chaque fois, en fait, un leader qui apparaît. Et l'expérience... Moi, j'ai échangé avec lui. La personne que j'ai interviewée, j'ai échangé avec lui un peu à côté. On a dialogué enfin bref. Pour vous raconter le truc, moi, je trouve que dans ce qu'il raconte, ça n'apparaît pas assez. Mais pour moi, l'échec de son expérience de collectif, c'est qu'en fait, il y a un leader qui est apparu comme ça, qui était là initialement, quoi, mais tout le monde n'était pas réellement égaux. Et la recherche des règles sociales, la recherche de l'égalité foutait en soi la merde. Et donc, on se retrouve dans une situation compliquée où pour que ça marche bien un collectif, faut qu'il y ait un chef, mais que le fait qu'il y ait un chef est difficile à accepter et donne lieu à des discussions, à des palabres et à plein de problèmes. Voilà. Ce qui est pour moi une solution, un truc sans solution. Parce que quand il n'y a pas de chef, ça marche pas. Et quand il y a un chef, il y a une inégalité qui crée des problèmes. Donc, dans un cas, ça marche pas, et dans l'autre cas, ça marche pas très bien. Voilà. Je suis pas totalement d'accord. Enfin, je trouve que des fois, quand il n'y a pas de chef, j'ai déjà vécu aussi des moments où en fait, il y avait pas de chef vraiment du village, de l'endroit. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, les gens, c'est des périodes relativement courtes, genre sur durée d'un mois. Et déjà sur un mois, en fait, on a déjà une expérience où en fait, les gens sont beaucoup plus autonomes. Enfin, ils sont en fait, c'est responsables d'eux-mêmes. Et il se passe quelque chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas quelqu'un qui te dit quoi faire. En fait, il va juste dire ah ok, bon en fait, il a fait la cuisine. Du coup, moi, je vais faire la vaisselle. Et en fait, c'est juste que il y a personne qui le dit, c'est les personnes eux-mêmes qui sont responsables de faire quelque chose. Et je trouve qu'il y a une chose qui marche assez bien. Donc, je sais pas après si c'est parce que le chef n'est plus là que temporairement ça se passe mieux. Mais en tout cas, j'ai observé que quand il n'y a pas forcément quelqu'un qui te dit quoi faire, ça peut marcher en tout cas. Mais ouais, ça, bon, j'en parlerai après peut-être plus tard dans d'autres moments, mais il y a des choses à dire dessus. Et là, je suis toujours en période d'observation pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Oui, et puis tout bêtement, en fait, en ce moment même, tu es dans le collectif, donc tu peux pas en parler non plus. Voilà quoi. C'est comme genre, il y a ta femme à côté de toi et puis tu parles de ta femme. C'est difficile parce que parce qu'elle est à côté de toi, quoi. C'est plus facile quand elle est pas là. Bon, je viens de dire un truc inapproprié. on va peut-être enchaîner sur un autre sujet, à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire sur les collectifs encore. Non ? Bon. Ouais, alors il y avait les niveaux technologiques et les développements de l'autonomie en France. Moi, il y a un thème qui m'intéressait. J'aimerais bien amener mon thème, c'était les niveaux technologiques. D'autant qu'on a commencé à échanger un petit peu avant avec Barnabé et on avait l'air d'avoir des opinions. Il était moins optimiste que moi. Je l'ai trouvé moins optimiste que moi, mais peut-être je suis trop optimiste. Hein. C'est comme pour beaucoup de choses. Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça vous va si on enchaîne sur les niveaux technologiques alors ? Avec plaisir. Ouais, ok, très bien.
Alors le truc que je trouverais intéressant dont je trouve intéressant de parler, c'est vous imaginez qu'on peut conserver quel niveau de technologie. Les ressources sont en train de s'épuiser. Il y a un certain nombre de ressources qui sont en train de s'épuiser. On va pas en avoir indéfiniment. Et quel niveau de technologie est-ce que vous estimez qu'on est capable de conserver sans énergie fossile, par exemple, vous voyez? Et sur l'épuisement des ressources, il y a certaines personnes qui considèrent aussi que les ressources en matière première sont en train de s'épuiser. Par exemple, il y a des gens qui disent oui, mais on est en train d'utiliser certaines ressources pour faire des pièces de composants électroniques. Puis une fois qu'on aura tout fait, ces ressources-là seront épuisées. Est-ce que vous pensez que c'est le cas aussi? Ça, c'est une question. Moi, par exemple, je pense pas. Je pense que on peut récupérer des métaux, y compris dans des vieilles cartes dans des vieilles cartes d'ordinateurs qui fonctionnent plus. Voilà. Alors, tu parlais si on n'avait plus de ressources pétrole, comment est-ce qu'on pourrait garder un même niveau technologique? Déjà, s'il n'y a pas de pétrole, c'est compliqué de recevoir une petite puce de la Chine ou n'importe quoi qui viendrait de la Chine. On a vu pendant le confinement, il n'y avait pas de transport. On a arrêté des usines en France de voitures. Hein, c'est pas juste. Alors, du coup, ouais, ça pourrait marcher les voitures encore longtemps. Mais si on n'a pas les pièces pour les réparer, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on sera capable de fabriquer des pièces en France? J'ai bien peur qu'il y a longtemps qu'on ait vendu toutes nos usines et le savoir-faire. Du coup, ça va être compliqué pour retrouver cette technologie. Du coup, je ne sais pas si… Et puis, quelle énergie il faudrait pour refondre un composant électronique, pour en refaire un neuf? Est-ce que toi, tu serais prêt à pédaler pour ça? Est-ce qu'il faudrait 1000 personnes qui pédalent pour avoir assez d'énergie pour fondre ce silicium et refaire des composants électroniques? Waouh, ça va faire bizarre. Ok. Quelqu'un d'autre sur le niveau technologique ou non? Jean. Ouais, je ne sais pas si tu t'en rappelles, nous en avions parlé. Par exemple, comme tu sais, j'ai éolienne et photovoltaïque, et souvent on me dit ouais, mais ça c'est de la technologie, il suffit que, comme disait Barnabé, que tu sois plus fourni, tu es embêté. Et en fait, moi, si j'ai ça, c'est pour une seule, déjà c'est parce que je m'en sers actuellement. Tant que le système va, c'est-à-dire à chaque fois on parle de malheur, même si ça va arriver, là je parle au présent, parce que je vis souvent vraiment au présent. Tant que ça fonctionne, tant mieux, mais le jour où ça ne fonctionne plus, mes panneaux ne vont pas s'arrêter demain, imaginons si tout s'arrête. Les panneaux vont encore continuer. Et là, ça me laissera un peu de temps, une inertie, je ne sais pas comment on pourrait dire, une plage de temps pour réfléchir à comment m'adapter. Donc, ce qui est vraiment pour moi intéressant sur ce que j'ai, c'est que ce n'est pas censé s'arrêter du jour au lendemain, même s'il pourrait y avoir un problème, l'onduleur qui claque, des choses comme ça. Mais je pense vraiment que ça me permettra d'avoir le temps de m'adapter pour pas être, tu sais, face à un problème du jour au lendemain. Ouais. Alors attends, j'enlève le plein écran. Ouais, je trouvais que ce commentaire était intéressant sur le sujet. Alors moi, je vais dire, moi en fait, ma position, elle est la même que sur le chauffage. Donc l'échange avec Barnabé va être intéressant, je pense. Parce que ce que je pense, c'est que tous les niveaux technologiques qu'on est arrivé à atteindre sans le pétrole, on est de nouveau capable d'arriver à les atteindre sans le pétrole. Mais tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, Barnabé. Je sais pas. C'est-à-dire, je pense, je te parle pas du charbon, je te parle du pétrole. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à la fin du 19e siècle, ce sont des niveaux technologiques qu'on est capable d'atteindre. Fin du 19e siècle. Je pense que c'est à partir du début du 20e qu'on n'est pas forcément capable de faire la même chose sans pétrole. Alors, en fait, je sais pas à quel moment j'aimerais me retrouver en termes de technologie. J'ai l'impression qu'on est allé trop loin en termes de technologie pour être autonome. Est-ce que c'est il y a 50 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 200 ans? Je ne saurais pas trop me situer, mais je pense qu'il y a 200 ans, quand je vois Versailles, ce qu'il faisait, c'était très bien, chapeau, mais je pense qu'on avait déjà amorcé ce qu'on est en train de continuer. C'était le même problème. Je pense qu'à partir du moment où on a voulu récupérer beaucoup d'énergie pour transformer complètement les choses, je pense qu'on est parti dans une voie qui est la même aujourd'hui. On n'est pas ni plus avancé, ni moins avancé. On est dans cette même voie et on verra ce que ça donnera, mais je suis pas là, je peux pas savoir où ça va aller.
Mais on n'est pas différent d'il y a 200 ans, je ne vois pas. D'accord. Ouais, attends, c'est métaphorique ce que tu dis. Donc c'est pas au sens littéral. Tu dis que non, tu veux dire qu'on n'a pas le même niveau technologique qu'il y a 200 ans, mais on est dans la même mentalité qu'il y a 200 ans. Est-ce que je comprends? Mais sortir de la nature, maîtriser la nature, se sortir de la nature, avoir chaud quand il fait froid, s'éclairer quand il fait nuit, voir dehors, même sans un mur ou un verre transparent, aller plus vite sans marcher, c'est la même démarche. Et aller plus vite en utilisant un cheval. Oui, mais c'est pareil. À partir du moment où on modifie la nature, il n'y a pas de limite à modifier cette nature-là. Donc, on est dans cette même démarche. Et je ne sais pas où elle vous en amener, mais je trouve que c'est plutôt un toboggan et pente glissante plutôt que quelque chose de vertueux. Mais c'est personnel. D'accord. Après, pour être honnête aussi, qui est prêt à arrêter? Parce que moi, tu me dis, bah vas-y, ok, arrête. Maintenant, tu vis sur du low-tech et tu vis sans énergie. On est, je pense, une génération d'enfants gâtés tous, et on serait très triste de se couper de l'électricité, de se couper plein de trucs. Moi, le premier, j'adore la technologie, j'adore l'informatique. Mais j'en étais que au début de mon raisonnement, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant l'échange avec Barnabé à ce niveau-là, parce que je pense que s'il y a deux visions différentes de comment les choses peuvent évoluer positivement ou négativement, moi je t'entends Barnabé, je te vois plutôt négatif en fait. Je pense tu pars plutôt que ça va pas forcément bien se passer quoi. Je vois la nature qui nous environne, je vois les espèces, toute la biodiversité, les insectes sur mon pare-brise, je le vois, j'ai pas besoin qu'on me dise si c'est bien ou pas bien, je le constate. J'ai pas l'impression que nos enfants vont vivre dans un hiver qui sera aussi favorable que ce que nous on a connu. Si tout le monde, il y a plein de gens qui fument, moi-même j'ai fumé longtemps. À un moment, quand on dit un fumeur sur deux meurt, on prend conscience. Et si ton médecin te dit là, vous continuez encore une année, vous en mourrez dans 2 ans, on s'arrête. Et là, on ne prend pas conscience, personne n'a encore conscience qu'on est en train vraiment de tout casser. Moi, j'en ai conscience et du coup, j'ai envie de décroître, mais de freiner vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est parce que j'ai pris conscience, je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai pris conscience qu'on détruisait à une vitesse phénoménale le monde dans lequel on vivait pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits-enfants. Ça va être, j'ai l'impression, c'est mon avis personnel, que ça sera galère pour eux, alors que ça ne l'a pas été pour nous. Et quand on s'en rend compte, on n'a peut-être pas envie de continuer à tout casser. Ce qu'on fait actuellement avec du lithium, du nucléaire, du photovoltaïque, on casse tout. On extrait tout, on prend tout, on met dans la mer nos pneus, on respire nos pneus, enfin on boit du vin, on est content de boire du vin avec des sulfites. Vous ne pourrez pas faire une culture biologique sur un endroit qui a eu pendant 50 ans reçu des sulfates de cuivre, qui est normal. Ça sera un terrain pollué aux métaux lourds. Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. Ok, c'est le live du bonheur aujourd'hui. Soyons heureux. Non, moi je suis plus optimiste que toi. Je suis plus optimiste que toi. Je me permets de mettre de la positivité et de l'optimisme. Peut-être que je me trompe. D'abord, je vais revenir au début de mon raisonnement en fait. Je pense que le niveau technologique qu'on avait jusqu'à la fin du 19e siècle, on est capable de le conserver et que ah là là, c'est... Oui, mais en fait, je comprends ce qui t'ennuie, Barnabé. C'est déjà ça. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est que déjà ça, en fait, tu penses que c'est... J'ai envie de freiner, mais c'est juste mon point de vue. Et ça ne me gêne pas de voir les gens qui veulent accélérer et qui croient que ça va aller. Hein. Je n'ai pas envie d'insulter, je n'ai pas d'aversion contre ces gens-là. C'est juste que moi, ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir. Bon. Ok, quelqu'un d'autre Ça reste positif. Hein. Quelqu'un a quelque chose à dire? Parce que du coup, là... Moi, j'ai envie de dire un truc positif. Non, je rigole. En plus, ça va pas être terrible. Mais je voulais me changer les idées. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu. Et j'ai lu L'adieu aux insectes aux éditions Ulmer. Et franchement, j'ai explosé mon année. Je suis triste comme tout. C'est horrible. Parce que, tu sais, on parle souvent de la disparition des insectes.
Mais ce que j'ai compris dans ce livre, c'est qu'on parle que des insectes volants parce qu'on arrive à les avoir par piégeage. Les insectes qui sont sous terre et tout, c'est compliqué. On fait des trous, on regarde à peu près combien il y en a au mètre cube, etc. Mais si vous avez envie de ruiner votre fin d'année, je vous le conseille fortement, ce livre. On parlait des insectes sur pare-brise, c'est vrai que j'ai eu, alors je ne sais pas si on dit la chance ou pas, mais de traverser la France cette année. Et mon pare-brise, il est intact. Alors qu'avec mes parents, quand on partait dans le sud voir la famille, mais on voyait rien, il fallait le nettoyer. Et regarde, j'ai moins de 40 ans, et en moins de 40 ans, j'avais 6 ans quand on bougeait, en moins de même de 30 ans, c'est allé à une vitesse phénoménale. Et quand on parle des enfants, dans 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Quand on verra un papillon, on le filmera, on fera un snap, waouh, c'est exceptionnel. C'est fou, quoi. Du coup, je te jure. Mais du coup, tu disais Bjorn de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Effectivement, il y a des œufs à mettre certainement dans de la technologie, déjà pour faire un live et pour informer des gens et faire des vidéos sympas. Mais il y a aussi toute une partie sur l'autonomie où il y a moins de technologie. Il faudrait pouvoir choisir un petit peu de technologie. Et puis il y a d'autres choses où il n'y a pas du tout de technologie. Et ça, on l'a perdu. On en parlera après sur les connaissances, mais on a perdu pas mal de choses et peu de technologie qui étaient sympas. Ouais. Bon, moi mais t'as pas répondu à la question quand même. Tu penses qu'on peut conserver non, parce que j'ai compris que tu pensais que c'était pas positif, mais est-ce que tu penses qu'on peut conserver un niveau technologique d'une civilisation, c'est-à-dire qu'on n'ait pas d'effondrement sans ressources fossiles? Excuse-moi de recentrer les choses sur ce point-là, mais c'est très pragmatique parce que je comprends le côté philosophique, destruction de l'environnement, etc. Mais moi, je te parle d'un truc très terre à terre. C'est est-ce qu'on n'a plus de pétrole, on n'a plus aucune énergie fossile. Est-ce qu'on est capable de conserver un niveau technologique qui nous permet de maintenir une civilisation comme celle qu'on a maintenant, voire meilleure que celle qu'on a maintenant? Alors, on ira malheureusement sans pétrole, on n'aura techno, on n'aura pas le luxe d'avoir la techno. Il faudra passer 30% de son temps minimum à se faire de la bouffe, 30% à moudre sa bouffe pour pouvoir la digérer, et 30% pour aller chercher du bois pour la cuire. Je reprends Jean Covici ou Aurélien Barraud, il y aura de l'esclavage s'il n'y a plus d'énergie. C'est inévitable. On a tous actuellement 5000 esclaves énergétiques, pétrole. Quand on les a, enfin, pas 5000, pardon, c'était plutôt 1000 en France. S'il n'y a plus d'énergie, waouh, ça on va être tout petit. Hein. Et je ne suis pas sûr que la technologie soit une priorité de notre discussion s'il n'y avait plus d'énergie. Donc, c'est pour ça que la question, j'arrive pas à répondre à ta question parce que pour moi, s'il n'y a plus de pétrole, ça va s'effondrer très rapidement. Enfin, ça va s'effondrer. Il y aura une autre façon de vivre, mais qui ne sera pas sur de la technologie parce qu'il faudra juste d'abord manger et se chauffer et en bonne santé. Et ça, sans technologie. Après, on verra la technologie. Ok. Ouais, après ça, c'est dans une transition assez brutale, mais on va voir cette transition-là au bout d'un moment. On va forcément plus avoir de pétrole au bout d'un moment, mais je pense pas que la transition sera assez douce et on va développer d'autres méthodes de production d'énergie. Après, je sais pas si forcément la production d'énergie est forcément après toujours une bonne chose. Enfin, moi, je prends plutôt la sobriété. Ouais, exactement ça. C'est ce que je suis en train de faire. Enfin, j'ai pas 36 000 appareils électroniques, j'ai juste moins de choses et on pourra pas avoir autant d'énergie. Enfin, en fait, plus tu donnes d'énergie à quelqu'un, je crois que c'était dans le live la semaine dernière, c'est plus tu donnes d'énergie à quelqu'un et plus il va dépenser. Si tu donnes juste moins d'énergie, enfin moins de choses à dépenser à quelqu'un, il va juste réduire sa consommation et sera beaucoup plus durable dans le temps. Enfin, c'est juste moins consommer, je pense que c'est une grande part des choses. Ouais, bah, ce que t'es en fait, c'est le même débat que sur la natalité, hein, parce que ce que tu es en train de dire, c'est la même chose que ce qu'on disait sur le charbon qui est utilisé quand il n'y a plus de bois, que sur les enfants qui poussent moins vite quand le niveau de vie augmente. C'est que l'être humain s'adapte en fonction des circonstances. Et je trouve que cette idée-là va à l'encontre de l'idée d'effondrement telle qu'elle est avancée par des gens comme Jacob Servigne. Non, comment il s'appelle? Didier Servigne? Comment il s'appelle? Pablo Servigne. Pablo Servigne, voilà.
parce que en fait, derrière cette idée-là, il y a l'idée que on fait les choses d'une manière aujourd'hui, et que si on peut pas faire les choses de la même manière demain, alors c'est qu'on n'existe plus. Vous voyez, on a un certain niveau de civilisation, on a un certain niveau de rapport. Ah, il est parti. Brian est en vacances. On a un certain niveau de civilisation, on a un certain niveau de confort, on a un certain niveau de technologie, puisque c'est ça dont on parlait. Et puis, si on n'a plus ce qui permet de les avoir, alors on les aura plus. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ah, Brian, reviens. Ouais, on nous parle Voilà. de 5G. C'est très bien que la 4G marche déjà bien hein, avant de nous vendre la 5G. Moi, je veux bien qu'un jour, peut-être qu'on y passe, mais qu'on ait une 5G, une 4G stable déjà. Quoi. Excusez-moi. Bah, moi, je suis moitié en 3G là en ce moment, donc bref. Ouais, non, je finis là-dessus, parce que attends, putain. Oh là là, mais on va jamais pouvoir tout faire dans le live en fait. Hein. Mais là, c'est la partie intéressante. Alors avant, c'était chiant, mais là, ça Ouais, devient non, intéressant. le reste c'était chiant. Là, on rentre dans le vif du sujet. Parce que je sais qu'il y a des survivalistes qui nous regardent. Est-ce qu'un effondrement est possible? C'est une question qui est induite par la question précédente. Effectivement, s'il y a un épuisement des ressources et que blabla, moi je pense pas qu'il peut y avoir un effondrement pour cette raison-là. Il peut y avoir des effondrements pour 1 milliard de raisons. Hein, il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles il peut y avoir des effondrements. Pour celle-là, non. Là, ce truc-là ne peut pas générer un effondrement pour ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'être humain s'adapte. Jacob, il va arriver dans son dôme et comme il va avoir moins d'électricité, il va utiliser moins d'appareils ou des appareils à plus faible consommation. Mais il va garder le même niveau de technologie. C'est-à-dire qu'il va utiliser moins, il va consommer différemment. Mais il va conserver le même niveau de technologie. Et là, d'ailleurs, je trouve que l'image est assez parlante. Hein. C'est très, vous voyez, avec le côté, on voit qu'on n'est pas dans une maison moderne, on voit qu'on est dans un niveau technologique plus bas, mais il y a de la lumière, il y a de l'électricité, il y a un casque, il y a un ordinateur, il y a Internet. Vous voyez? Et ça, il l'est sans être connecté à EDF. Dire qu'on pourra pas garder le même niveau de consommation excessive, bah oui, pas de problème. Mais dire que le fait qu'on abandonne ce niveau de consommation excessive, ça fait que on retourne à l'âge de pierre, mais absolument pas. Je veux dire, j'ai vécu dans une grange avec 2 pauvres panneaux solaires pour seule source d'énergie. Et j'ai gardé un confort moderne et j'ai fait une chaîne YouTube. Voilà. Oui, mais parce qu'il y avait des centrales nucléaires pour héberger, il y avait des Chinois qui travaillaient pour que tu aies des habits et des chaussures. Mais ça, c'est les autres points. Ça, c'est les autres points lorsque tu disais des puces qui viennent de Chine, fabriquées en France, et énergie pour refondre un composant électronique. C'est les 3 parties. C'est-à-dire d'abord alors les puces qui viennent de Chine, c'est-à-dire le transport d'un point A à un point B, fabriqué en France, c'est-à-dire la localisation de la production, et énergie pour refondre un composant électronique, c'est-à-dire est-ce que une puce informatique qui est périmée, est-ce que c'est perdu, est-ce qu'on peut plus rien en faire, ou est-ce qu'on peut considérer que c'est une ressource qui peut être transformée. Sous la Rome antique, à l'époque de Rome, oui, parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, mais on mange des bananes qui viennent de Martinique ou des trucs comme ça, et on présente ça comme un truc totalement exotique, en fait. Ça existe depuis la civilisation. Depuis que la civilisation existe, à Rome, leur pain, leur blé, leur farine, ils le faisaient littéralement venir d'Égypte. Okay. C'est-à-dire qu'ils produisaient pas leur blé en Italie, ils produisaient leur blé en Égypte et je vous parle pas d'une ressource non périssable, hein, je vous parle pas alors ce serait un ordinateur de nos jours ou des stylos ou des briquets ou des choses qui peuvent mettre 1 an à être transportées, parce qu'un briquet, tu mets 1 an pour le transporter depuis la Chine jusqu'à la France. Il est toujours dans le même état au bout d'1 an. Je vous parle de trucs comme de la nourriture qui a une date de péremption. Eh ben, les Romains faisaient venir leur nourriture d'Égypte. Voilà.
Et ce truc-là, ça a toujours existé dans toutes les civilisations. On est arrivé, depuis que les civilisations existent, à toujours échanger avec des gens qui venaient de l'autre bout du monde. On l'a toujours fait. On l'a toujours fait. Et on l'a fait avec du vent et des chevaux. Excuse-moi, Bjorn, 2000 Ouais. ans, les Romains, c'est pas depuis toujours, c'est 2000 ans. La civilisation et les humains existent bien avant. Donc, c'est pas depuis toujours, c'est extrêmement récemment que les gens font importer du blé depuis à côté. 2000 ans, Ouais, non, mais c'est hier. ce que je veux dire par là, et c'est la même chose que ce que je te dis, et ce que je disais sur c'est que c'est un niveau technologique, enfin, je veux dire, on est quand même capable d'atteindre le niveau technologique des Romains. Enfin, ça va, je pense qu'à moins vraiment de descendre à un niveau de stupidité énorme, si les Romains le faisaient, on doit pouvoir le faire, tu vois. C'est pas un niveau technologique super élevé. Et si on est capable d'atteindre ce niveau technologique-là, a fortiori, on est capable de faire toutes les choses qui sont possibles de faire avec ce niveau technologique. Mais est-ce que ça leur a réussi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils aient fait ça? Je ne sais pas. Parce qu'ils l'ont fait, il faudra le reproduire. Je ne suis pas forcément d'accord. C'est pas parce que ça a existé qu'il faut le reproduire. D'ailleurs, les Romains, ils sont plus là. Alors peut-être pour d'autres raisons, qui sera un autre débat. Mais je trouve ça bizarre de dire que parce que ça a été fait, même il y a très très longtemps, et puis qu'ils n'étaient pas forcément très intelligents, ça serait bien de le faire. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit parce que ça a été fait, ce serait bien de le faire. J'ai dit parce que ça a été fait, c'est possible. Oui, mais c'est pas parce que c'est possible que c'est bien de le faire. Ah oui, mais ça c'est un autre débat. Ça fait déjà deux. Ah, tout à fait. Ça, Mais du ça, coup, ça c'est le même truc que ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je dis juste que c'est possible. ok. Alors moi, Je dis juste que c'est possible. Juste pour recentrer le débat, moi je pense. Juste pour terminer là-dessus, excuse-moi Brian, je dis juste que c'est possible parce que toute la théorie de la collapsologie repose sur le fait que c'est pas possible. La collapsologie, toute l'idée de la collapsologie, c'est de dire c'est pas possible. Or, justement, c'est possible. Après, la question que tu poses, toi, Barnabé, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est une autre question. Mais c'est possible. Ouais, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta vision de la collapsologie, mais voilà, peut-être que d'autres personnes pourraient en discuter. Ouais, ce que je voulais juste dire par rapport à ma vision, donc on parle d'effondrement, je pense qu'avant d'avoir un effondrement parce que le pétrole trop cher, je pense que d'abord le pétrole va augmenter et donc le pétrole sera pour les gens qui ont un peu plus d'argent que les autres pour certains déplacements. On le voit déjà, hein, si tu veux aller, on va dire en vacances en France, ça te coûte moins cher que si tu veux partir à Bali, par exemple. Et je pense très sincèrement que ce qu'on va voir, c'est un prix du pétrole, vu que ça va devenir quelque chose de plus en plus rare, qui va devenir très cher et on réfléchira 3 fois avant d'acheter ceci, cela, parce que ce sera hors de prix. Je pense qu'on va d'abord vivre ça avant un effondrement net et une cassure, une rupture de la normalité, comme j'ai souvent entendu dans ce genre de conversation. Je fais des blancs. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que ça arrivera du jour au lendemain tout de suite. On va d'abord être témoin d'une augmentation du prix de l'énergie. Et on le voit déjà. L'énergie augmente parce que ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher du pétrole. Il faut plus de barils par rapport à avant pour en sortir. Les Américains, ils ont cru qu'ils avaient, avec le gaz de schiste, quand ils allaient taper dans la roche, ils pensaient qu'ils avaient enfin une autre solution pour sortir de tout ça. Bah, ça leur coûtait extrêmement cher en énergie. Et ben voilà, maintenant, ils sont obligés de redevenir potes avec d'autres pays pour pouvoir avoir du pétrole le moins cher possible. Donc, je pense qu'on va, avant un effondrement net direct, je pense qu'on va d'abord voir des prix, je sais pas, le prix du baril peut-être à 100 balles au lieu de je sais pas combien il est. Enfin, on va le voir à 10, 15, 20, 30 fois plus cher. Et là, déjà, naturellement, ça va nous calmer. On n'aura pas les moyens de se payer tout ça. Donc, je pense que naturellement, on va réduire notre technologie petit à petit. Voilà. Jacob, parce que on t'a perdu. Quoi? Non, je suis là. Enfin, Ah, ok. j'ai lisé les commentaires. Je regardais un petit peu dans le chat s'il y avait des trucs intéressants qui disaient. Ah, d'accord. Il y a des choses intéressantes dans le chat, j'ai pas regardé. Ouais. Vas-y, il y a quoi d'intéressant dans le chat que j'ai. Bon, Qu'est-ce qui t'a marqué dans le chat? Moi, je l'ai depuis le début, en fait. Ah. Non, mais on pourra y revenir peut-être un peu plus tard, mais je regarde un peu, disons, le débat complètement différent. Enfin, bref. Ok. Il parle beaucoup.
On fait quoi? On reste sur les technologies ou on passe au sujet suivant? La transmission de savoir, c'était sympa. Oui. Vu qu'on est Ouais, allez. sur le sujet. Donc, c'est moi qui commence, qui introduit le sujet ou c'est toi, Bjorn? C'est toi qui as lancé le truc, donc vas-y. Du coup, technologie, mais aussi savoir de technologie. Donc, moi, je trouve intéressant par les vidéos qu'on fait sur YouTube, on transmet des savoirs, des choses qu'on apprend, mais finalement qu'on avait, entre guillemets, perdu parce que nos parents ou grands-parents savaient des choses. Et je suis assez surpris et déçu du peu d'informations qu'on retrouve parce que YouTube n'existait pas si longtemps que ça. Et les gens, il y a 50 ans, savaient plein de choses, mais ils n'ont jamais eu de caméra pour le filmer ou ça n'était pas arrivé jusqu'à nous. Et ça, je trouve dommage. J'ai plein de céréales que j'ai fait cette année, des sorgho, du millet. Et je ne sais pas comment le décortiquer. J'avais fait du quinoa aussi. À décortiquer, c'est tout un boulot, alors qu'il y a plein de technologies dans le monde pour décortiquer ça, mais je ne les ai pas trouvées encore, même si j'ai cherché. Du coup, la transmission du savoir, pour être autonome, moi, je suis sur l'énergie, mais on parlait de chauffage, mais aussi là-dessus, je regrette qu'on ne l'ait pas. Et du coup, je travaille dessus. Je sais que vous aussi, vous travaillez là-dessus, sur cette transmission de découvertes que vous faites. Des redécouvertes, parce que c'était une connaissance qui était globale au départ, il n'y a pas si longtemps que ça. En fait. C'est vrai qu'on n'invente rien, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez sur nos chaînes, mais on ne fait que essayer de se réapproprier un savoir qu'on a perdu. On a sauté une génération avec nos grands-parents. Et je pense que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de repartager ce qui était quelque chose de commun. Parce qu'avant, tu naissais, tu voyais tes parents faire. Donc, c'était naturel. Juste de voir tes parents faire, c'était cool. Et en plus, après, tu héritais de leur terre et de leur maison. Donc, on était dans une logique qui était simple. Et maintenant, on est obligé de tout se réapproprier. En plus, quand moi, je suis né en ville. Donc, quand je suis arrivé ici, ça m'a pas fait bizarre parce que j'ai de la famille ici, donc je savais plus ou moins à quoi ça allait ressembler. Mais c'est vrai que y a vraiment une différence. Par exemple, Barnabé, moi, quand je t'ai vu faire du quinoa, j'ai pas du tout voulu en faire. Quand j'ai vu le temps que ça prenait, je me suis dit, je préfère faire ce qui pousse bien chez moi et ce qui va bien pousser dans quelques années, les fruits, et échanger avec quelqu'un qui se sera pris la tête parce que ça ne m'intéresse pas. Et il y a un moment où, c'est assez drôle, j'ai parlé avec quelqu'un qui est très avancé en autonomie depuis plus de 10 ans, donc Dominique et Sylvie, qui a dit, mais essayez de tout faire en autonomie et dans 3 ans, vous avez un divorce. Tu vois un peu le truc? Donc, je pense que tout vouloir faire niveau technologie et tout, voilà, le mieux c'est d'essayer de faire ce qui nous plaît et de s'intégrer. Là, c'est pour revenir aussi sur la deuxième question des collectifs. C'est déjà de trouver sa place dans un collectif et de pouvoir le partager. Ouais. Mais moi je suis sur le même truc sur la transmission du savoir. Mais en fait, on est tous sur la transmission du savoir là, puisqu'on est tous à essayer de donner nos connaissances, quoi. Est-ce que tu disais sur les connaissances du passé, enfin ça, moi c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué ces derniers temps, lorsque j'ai bossé sur les forêts comestibles, où je suis remonté de façon chronologique en fait. Moi, je pensais que c'était Martin Crawford qui avait balancé le concept de forêt comestible, tout ça. Puis en fait, en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'avant lui, il y en avait d'autres qui l'avaient fait. Et puis en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'avant, il y avait encore d'autres. Et puis qu'avant. Et en réalité, quand tu remontes initialement, tu te rends compte que, allez, il y a 90% des idées, c'est des idées qui ont 200 ans, tu vois. Mais c'est juste qu'on les redécouvre maintenant. Mais tu peux littéralement prendre des phrases entières qui ont été dites ou écrites il y a 200 ans, tu les transposes aujourd'hui. Robert Hart, c'est juste par rapport à un commentaire. Oui, c'est chez lui que Martin Crawford est allé chercher. Mais lui, son bouquin, lui, est moins bien que le bouquin de Martin Crawford, pour le coup. Parce que lui, il est plus dans la réflexion, il est moins. Déjà, il n'y a pas beaucoup de photos. Il est moins dans un truc très terre-à-terre où Martin Crawford il va faire un catalogue. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que ça montre que quelqu'un peut créer une idée et puis que c'est quelqu'un d'autre qui va porter l'idée et la populariser. Voilà.
Ce qui est intéressant dans la chaîne de transmission des connaissances, c'est-à-dire que quelqu'un peut être à l'origine d'un savoir, puis c'est pas vraiment lui qui va diffuser le savoir, il va influencer quelqu'un qui, à son tour, va diffuser le savoir. Parce que c'est deux métiers différents. Et oui. Ouais. Être inventeur, c'est un métier, et communicant, c'est un autre métier. Mais je voulais dire. Je regarde l'heure. On fait un dernier sujet. Donc, il y avait quoi? Il y avait le partage. Alors, on a fait le niveau technologique, les collectifs, les partages des connaissances. Ah oui, le sujet que tu voulais aborder, Brian, c'est quel est le niveau d'autonomie? Ah non, et le développement de l'autonomie en France aussi. C'était qui avait... Ouais, le développement de l'autonomie en France? Ou lequel des deux? Bah, les deux vont ensemble, je pense. Bah, tu commences, Brian? Avec plaisir. Allez. Alors, le niveau d'autonomie, bah, pour ma part, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai que 3000 mètres carrés. Il y a un moment, c'est la seule chose que je pouvais me payer avec mes deniers. J'aurais aimé avoir 4-5 hectares et tenter le blé, etc. J'ai que 3000 mètres carrés. Donc, niveau d'autonomie, déjà, c'est par rapport au budget initial. Et ça, c'est vrai qu'on ne parle pas assez d'argent. Et souvent, on me le pointe du doigt sur les commentaires. On me dit, mais Brian, pour avoir ton niveau d'autonomie, il y a eu de l'argent. Après, bon, encore une fois, c'est un outil et il y en a qui ont plus de facilité à en avoir, d'autres. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment quelque chose de personnel pour chacun à ce dont il dispose. Si tu as un petit budget, bah, ça va initier ton niveau d'autonomie. Je pense que c'est vraiment la base, malheureusement, de nos jours. Après, tu peux développer des compétences gratuitement et améliorer ton niveau d'autonomie petit à petit. Mais voilà, pour moi, niveau d'autonomie par rapport et au budget, donc le budget qui a fait que j'ai 3000 mètres carrés, maintenant je fais avec ça. Ouais. Quelqu'un sur niveau d'autonomie? Alors, l'autonomie, on peut avoir 200 mètres carrés de blé pour faire, je ne sais pas, on va dire 600 kilos de blé, ce qui est pas mal. On peut aussi aider un paysan 2-3 jours dans l'année, il vous donne 100 mètres, la récolte de 100 mètres de carrés de blé, ça fait 600 kilos de blé. Si on devait les acheter, ça ferait 150 €. Voilà une forme d'autonomie sans avoir besoin de cultiver. C'est aussi une forme d'autonomie qui coûte moins qu'acheter du terrain. Aussi. Ouais. Mais là, on en revient encore une fois à faire quelque chose à plusieurs. Et souvent, c'est ancré autonomie. Les gens pensent, tu vois, faire solo. Donc là, tu pars dans une logique de. Là, on n'est plus on parlait d'autarcie tout à l'heure. Barnabé, tu es vraiment dans une logique d'un collectif. Je t'aide et en échange, je prends quelque chose. J'ai essayé de cultiver du blé dans mon jardin et j'ai acheté du blé à 200 € la tonne. Et je sais que j'ai fait mon choix. Il est tout fait mon choix. Tant qu'il y a du pétrole, je ne vais pas m'embêter. Ouais. Mais par contre, chez moi, j'ai 200 grammes de graines que je ressème au moins tous les 2 ans. Et si à un moment, il n'y a plus de pétrole, je pourrais les semer pour moi. Et ce que je trouve sympa, c'est d'essayer la technique, de comprendre comment ça marchait. Parce que si un jour, il n'y a plus de pétrole, il n'y aura plus enfin, a priori, on aura du mal à passer autant de temps sur des chaînes YouTube. J'aurai tout mon temps pour cultiver mon jardin. Alors, tu le disais, sur le quinoa, c'est très, très long. Mais si on avait que ça à faire, ben, on serait hyper content d'avoir du quinoa à égrener à la main pendant des heures. Et Brian, ce que tu voulais dire sur le développement de l'autonomie en France, attends, je te remets en taquet. Ouais, en fait, l'autonomie se développe naturellement parce que, bah, après, comme je dis, nous, le problème, c'est qu'on baigne dedans. On en parlait tout à l'heure, on baigne dedans. Donc, on a l'impression que tout le monde s'y met en France. Et ayant des contacts encore, on va dire, chez les urbains, je peux te dire qu'ils s'en fichent total. Mais par contre, il y a un moment où il n'y a pas le choix. Il y a un moment où tu te dis, mais tout va commencer à coûter cher. Tu sais, c'est toi qui m'avais dit ça, tu avais pointé du doigt que la classe moyenne va disparaître petit à petit. Donc, je pense que naturellement, des gens vont développer un niveau d'autonomie pour pouvoir pallier au fait que soit ils vont devenir pauvres, soit il faudra qu'ils gagnent beaucoup d'argent et faire partie des riches. Donc, pour moi, ça va arriver naturellement et ça va se développer de plus en plus. À mon avis, attention, encore une fois, on n'est pas devin, c'est que des suppositions et là, c'est très personnel. Ce que je dis. Ouais. Chaque fois, je me fais un blanc. Mais... Non, mais. Et toi, Bjorn, ton avis? Non, sur le développement de l'autonomie, ben, moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la propagande. C'est quelque chose qu'on mesure.
parce que il y a des gens comme toi, Alicia, Damien Descartes, qui touchent des médias mainstream et qui sont diffusés à la télévision. Et donc, voilà. Enfin, sur des trucs grand public qui sortent de la petite bulle du monde de l'autonomie. Et oui. Encore une fois, on ne nous montre pas la télé encore comme des zigotos. Moi, j'ai aucun recul par rapport à comment les gens nous voient. Donc, quand on est présenté sur les médias mainstream, comme tu dis, savoir si c'est juste une fois de plus, on est présenté parce que c'est à la mode en ce moment, on a un petit peu peur avec le confinement, blabla et tout, ou alors si c'est vraiment une prise de conscience, le fait d'apparaître dans les médias mainstream. Là, c'est plus une question que je te pose. Non, bah moi j'ai l'impression que c'est de plus. Moi, je suis régulièrement sollicité pour intervenir. Je l'étais pas avant, quoi. Donc c'est que le monde d'une manière générale commence à s'intéresser à ces questions. On avait un Premier ministre qui parlait d'effondrement très ouvertement, quoi, jadis. C'était inimaginable il y a 10 ans, ça. C'était inimaginable. Et le fait que il y ait, alors il y a Damien, il est passé sur des chaînes locales et je crois qu'il est passé sur des chaînes nationales. Il y a, comment elle s'appelle, Alicia. Elle est passée sur plein de trucs genre Brut ou Combini, des trucs comme ça, quoi, des trucs qui touchent des jeunes. J'ai l'impression, moi, qu'il y a une croissance, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces questions. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Ça peut se passer aussi dans l'autre sens. Hein. À partir du moment où vous avez 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, vous êtes des gens qui sont intéressants, pas pour le contenu, hein, pour l'audimat que vous représentez. Et je pense qu'il ne faut pas trop se leurrer. On reste de la publicité à partir du moment où on est connu. On devient influent, on est des influenceurs parce qu'on est connu, pas pour le contenu qu'on donne. Ça, c'est une grosse différence. Et je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer. Ouais, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la diffusion des connaissances. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on fait le plus, c'est d'influencer des gens qui diffusent notre message. Même si, encore une fois, Barnabé, toi, t'as dit que toi, c'était pas ta priorité. Jacob, pareil, vous n'êtes pas forcément dans cette idée-là. Mais de fait, on touche des gens qui, eux, diffusent des connaissances. Voilà. Moi, je pense qu'on n'est rien en tant que source directe d'information. C'est peut-être la différence que je vais avoir par rapport à toi, Barnabé, c'est que je considère qu'on n'est rien. Moi, mon pouvoir, il n'est pas d'influencer des gens. Il est d'influencer 3 personnes avec lesquelles je suis en train de parler. Lesquelles 3 personnes vont déployer une influence sur moi en retour de leurs idées et vont déployer leurs idées sur d'autres gens. Et ces gens-là, au bout d'un moment, à un niveau de la chaîne, vont parler à des gens qui ne s'intéressent pas du tout à l'autonomie. Oui, mais de la même façon... Alors, ça peut être sur Brut, ça peut être sur Combini, ça peut être sur TF1, voilà. Mais de la même façon, les grands médias, ils sont rien sans nous. Tant qu'il n'y a personne à diffuser, ils sont rien. Ils sont juste les intermédiaires de gens comme nous. Donc, et nous, on n'est rien sans eux, eux sont rien sans nous. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Je ne sais pas, voilà. Mais c'est un truc... Pour rejoindre ce que disait Brian, ça... Pardon, je t'en prie. J'aurais pas la prétention de dire qu'on est invité que pour le contenu. Il faut, je pense, oublier ce côté, on est des influenceurs. Autant qu'on a un contenu intelligent qui correspond à ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là, ou que leur public a envie d'entendre, ce qui est encore une autre chose. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense sur la propagande, et je pense qu'on ne maîtrise même pas du tout ni les messages au premier ou au second degré. Ouais. Ok. Ouais. Alors, juste pour rebondir là-dessus, moi, des journalistes de France 2 étaient venus ici et je leur ai dit, mais comment vous avez entendu parler de moi? Ils m'ont dit, on a tapé, alors c'est un thème, ils voulaient parler de l'autonomie, ils connaissaient rien, on leur a dit, parle de ça, ils connaissent pas. Ils vont sur YouTube, ils ont mis autonomie. Et après, ils ont regardé par rapport au nombre de vidéos et tout.
Mais je veux dire, c'était pas spécialement ma personne, c'est que pour eux, bah lui, il a l'air de connaître parce qu'apparemment il est suivi. Mais je veux dire, personnellement, ils en avaient rien à faire de qui j'étais, ce que je faisais. Donc, Et de ton niveau d'autonomie. ouais, totalement. Et Ouais. puis, ce qui est vraiment drôle, non, mais en plus, ce qui est vraiment drôle, c'est que quand moi je leur ai dit, mais alors je vous préviens, moi alors à l'époque, ça faisait que 2 ans. Ça fait que 2 ans, j'ai planté des arbres. Un arbre, il donne au bout de 7 ans. Donc vous attendez pas à avoir un mec qui va ramasser des arbres, enfin des fruits de partout. Et ils ont été assez déçus. Et je leur ai dit, mais moi, je peux vous présenter d'autres personnes si vous voulez. Et ils ont, peut-être qu'ils vous ont contacté, mais ils savaient pas trop où aller après. Ils étaient paumés. Donc, après, c'est basique. Ils cherchent sur Internet, ils mettent autonomie et ils trouvent des têtes, des visages et des expériences. Et toi, Jacob? Ouais, on t'a pas entendu sur le. Ouais, désolé, je suis en train de parler avec les gens dans les commentaires, c'est marrant. Ouais, désolé. Non, je t'ai perdu un petit peu. C'est vrai que j'avais l'air perdu un petit peu sur l'écran, mais je regardé un petit peu des trucs dans les chats. Bref, du coup, je sais plus vraiment de quoi vous parliez en fait. Bon. Non, vous parlez de. Non, mais moi Des j'ai. médias. Toi, t'es passé des sur médias. Brut. Ouais, j'ai fait aussi des trucs sur d'autres médias aussi. Non, je pense que c'est une bonne méthode de petit à petit partager des connaissances, faire passer des messages. Je pense que c'est une bonne méthode tout de même. Ouais. Après, c'est vrai que faut voir un peu. C'est la question que tu posais aussi, Brian, si est-ce que c'est plutôt un truc mainstream ou enfin c'est plutôt un truc à la mode ou c'est vraiment juste pour faire un truc de passage. Mais je pense que c'est vraiment il y a les gens de plus en plus conscience de tout ce qui se passe. Il y a beaucoup plus de gens que je crois qui sont intéressés. Bon après je sais pas peut-être parce que je suis dans le milieu aussi un peu très nature écolo qui me fait rencontrer de plus en plus de personnes comme ça. Mais je pense qu'effectivement il y a de plus en plus les gens sont attirés ou en tout cas ils ont envie de faire des choses. Je sais pas comment tu pourrais appeler ça, plus nature, plus écolo ou plus allez, fleur bleue. Mais de plus en plus de gens ouais, vont vers ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, que c'est la tendance générale que en fait, la société va vers un truc un peu plus vers ces tendances-là. Et en fait, c'est juste que. Est-ce qu'il y a des gens en fait, qui veulent vraiment faire partie? Est-ce que. Enfin, désolé, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Je sais pas ce qu'il y avait dans ma tisane. Mais je pense qu'en fait, ça va se réaliser et savoir est-ce que les gens à côté veulent en faire partie de l'aventure ou pas. Mais je pense que ça va se faire. Bah, ils auront peut-être pas le choix, hein, de toute façon. Hein. Mm. Donc, ouais, juste pour continuer aussi, je crois que la dernière question, c'était aussi quel niveau d'autonomie on voulait atteindre. Moi, en fait, je n'ai pas envie être complètement autonome, ça ne m'intéresse pas d'être complètement autonome, c'est trop de travail. Par contre, ce que je veux faire, c'est être au moins avoir une autonomie suffisante pour être vraiment peinard, tranquille dans les bois et juste vivre ma vie, tranquille, faire ce que je veux faire. Donc en fait, si pour aller pour par exemple, entre faire pousser du blé et avoir ma propre farine ou aller acheter 1 kilo de farine à 50 centimes au supermarché, je préfère en fait travailler un tout petit peu et avoir justement 1 kilo de farine plutôt que passer des heures et des heures à faire mes propres céréales. Et donc je pense qu'en fait oui, avoir un petit travail à côté, un petit boulot, je pense c'est comme très avantageux actuellement. ouais, ben, moi, pareil, moi, je travaille. On va faire un truc avec, comment il s'appelle, Steven, citoyen prévoyant, parce que pour parler du travail et du travail autonome et de gagner, parce qu'il a des visions super intéressantes sur ça, sur ne pas avoir de patron, en fait, basiquement. Gagner de l'argent et pas avoir de patron. Barnabé, sur le. Oui. Barnabé, c'est le sage qui intervient ponctuellement. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? L'autonomie, tout le monde doit travailler à être autonome, et être autonome en argent. Et si on peut pas être autonome en argent, on est autonome en chauffage. Si on peut pas être en chauffage, voilà, on essaie de se débrouiller pour ne pas dépendre de trop de choses, parce que plus on dépend, plus on s'en rend compte, plus on devient sensible, ou c'est des sujets sensibles, ou ça peut être même des sujets de pression. Si j'habite pas chez moi et que quelqu'un veut me virer, je suis prêt à faire des choses pour rester à la maison. Donc l'autonomie nous rend libres,
Et cette liberté est importante de tout point de vue. On ne pourra pas tous être autonome dans tous les domaines, ça c'est évident. Après, est-ce qu'on a besoin d'être autonome en compose électronique? Je ne sais pas. Pour faire des vidéos, oui, mais sinon pas. Donc voilà, après, tout dépend. Qui veut être autonome dans quel domaine et à quel niveau? Et gagner de l'argent, c'est très facile pour être autonome parce qu'avec de l'argent, on a tout. Mais comme je le disais, cette année, j'étais autonome en pommes de terre parce que j'en ai produit 90 kilos et j'ai compris que finalement, j'étais limité. Alors que celui qui gagne un peu d'argent, il peut tous les jours s'acheter des pommes de terre. Il n'est pas limité. Il n'est pas autonome en pommes de terre, mais il n'est pas limité. C'est assez invraisemblable. Du coup, l'autonomie, moi, me permet de comprendre les limites de mes limites à moi et les limites de notre société. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout saisi avant. Et c'était très, très intéressant pour moi qu'on comprenne qu'il existe une limite quand on essaie de devenir autonome. Et quiconque ignore cette notion d'autonomie, il croit que tout est infini, qu'on peut utiliser l'électricité à gogo, alors qu'en fait, derrière, il y a une centrale nucléaire et qu'on ne peut pas tous prendre l'énergie qu'on veut. On croit que c'est infini, alors que ce n'est pas du tout infini. Donc, l'autonomie, c'est vraiment sympa. Comprendre ce qu'on consomme pour voir si on peut en consommer moins. Se priver par jeu. On parlait de céréales à décortiquer. Pour moi, c'est un jeu. Mais ça prend du temps. Et du coup, on devrait jouer à être autonome en énergie. Un jour, on disjoncte le compteur et on regarde si on était un jour, 2 jours, 3 jours, ou sans boire, ou sans manger. Il y a des gens qui font des jeûnes. Voilà, on peut tester plein de choses. Et c'est le fait d'être, on reparle comme au début, enfin, on a discuté un petit peu, être une forme d'adaptabilité, j'aime bien ce mot-là, qui nous rend riches et qui nous rend libres. C'est ça qui compte. Ouais, c'est Isobook qui avait fait une série de vidéos il y a un bout de temps où, sans électricité, où il avait expérimenté. Voilà, il coupe toute l'électricité. Donc, du coup, comment on gère le frigo, comment on gère le congèle, parce qu'il y a des choses qui vont être périmées. Il avait fait un truc assez intéressant. Il finissait éclairé à la bougie, je crois. C'était rigolo. Mais je suis d'accord avec toi. Expérimenter un truc, en fait, le vivre, ça permet de voir les limites. Et il y a des choses, des fois où on théorise et on se dit tiens, c'est beau, ça a bien marché. Puis en fait, le seul moyen de savoir si ça marche ou pas, c'est de le tester. Allez voir la vidéo d'Isobook si vous en avez la curiosité. C'était intéressant son expérience. Ça, j'aime bien aussi des fois, de temps en temps, juste se mettre à un niveau de confort bien plus bas. Justement, j'aime bien aussi faire ça, des trips en forêt, aller bivouaquer, ou juste avec, t'as rien, juste un couteau, une hache, et descendre vraiment ton niveau de confort. Et tu te rends compte qu'en fait, à la maison, t'as un niveau de confort qui est extrêmement élevé. Et en fait, tu peux vivre avec pas grand-chose, en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi faire de temps en temps, juste pour me rendre compte de toute la chance que j'ai ici. Et en fait, même là, maintenant, dans le dôme, il fait chaud, j'ai le roquette, j'ai la lumière, j'ai l'électricité. Enfin, c'est excellent, en fait. Et juste de temps en temps, je pense que les gens devraient faire au moins un temps de stage de temps en temps, genre pendant au moins une semaine, aller dans la nature avec quasiment à poil et juste faites votre tambouille, faites votre feu et au moins là, ils comprendront un petit peu qu'est-ce que c'est le bonheur ou la chance d'avoir tout ce qu'ils ont à la maison. Ouais, Exactement. Sur ces bonnes paroles, on prend une série de questions du chat et puis on arrête. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Citoyen Prévoyant qui est là dans le chat. Ah, Steven. Ah ben ouais, Steven. En janvier, Steven, on fait un live où on parlera. Avec Steven, on parlera effondrement, entrepreneuriat et c'était quoi le troisième thème? Ah zut, j'ai oublié. Et réseau humain, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Parce qu'on va arrêter là. On avait dit 1h30, ça fait 1h43, je vois. Sur le chat, il y a plein de trucs qui se passent. Il se passe quoi sur le chat? Parce que moi, j'ai pas suivi le chat de la soirée là. Si vous avez des... Alors, que vous êtes moitié, pas de voyage, etc. Is Brian in the kitchen? Alors, je chope une question. L'autonomie donne l'impression que vous êtes souvent cloîtré, pas de voyage, etc. Comment vous défendez-vous de cela? Ouais. Je sais pas.
Ben, moi, je peux le dire, on peut aller très très loin, prendre un avion et faire 10 000 bornes et claquer 10 000 euros aussi pour voir à l'étranger. Je sais que dans mon département, à moins de 50 km autour de chez moi, il y a des millions et des millions de personnes, de projets que je ne connaîtrai jamais, même si je les cherche, parce que c'est trop nombreux. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'aller très loin, avoir de l'exotique? Je suis pas certain. Moi, je trouve que on peut très bien avoir du plaisir ici, chez soi. Voilà, on peut très bien avoir du plaisir ici chez soi. C'est la phrase de conclusion. On fait un tour de table si quelqu'un a quelque chose à dire en conclusion, puis on va arrêter. Brian, t'es revenu? Ouais. T'es comme moi, t'es terriblement déçu de la nouvelle extension de World of Warcraft. T'as envie de te sauter dessus et de passer des heures à jouer dessus et tu te dis mince, j'ai pas assez d'électricité. Et c'est là qu'on rejoint ce qu'on disait précédemment. Pour profiter de la nouvelle extension de World of Warcraft, il faut de l'électricité. Voilà. Et ouais. N'empêche, mine de rien, quand j'étais petit, j'étais passionné comme tous les gamins de jeux vidéo, et c'est grâce à ça après que je me suis tourné vers la musique assistée par ordinateur et tout. Et des fois, ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait prendre comme le mal, parce que mes parents, ils se disaient tout le temps, mais ce gamin, il va rien faire, il est tout le temps devant ses jeux vidéo. Maintenant, je me sers de cet outil pour d'autres choses. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Sinon, c'était quoi? Désolé, j'ai eu un problème de connexion encore, donc j'ai pas entendu. Vous pouvez répéter la question? Non, j'étais en train de dire, on avait dit 1h30, ça fait 1h45, donc je pensais qu'on allait conclure. Et donc, voilà, je disais, si quelqu'un a quelque chose à dire, puis on fait un tour de table, et puis ensuite, on va arrêter peut-être. Ok. C'est à moi, c'est ça? Je suis pas... Ouais, voilà, c'est à toi. Tu as une question. L'autonomie véhicule-t-il un idéal libertaire? C'est une question pas polémique, pas politique, pas totalement neutre. Non, mais en fait, moi, je m'aperçois maintenant depuis 3 ans, tu vois, que je parle de ça sur ma chaîne et surtout, encore une fois, d'aller à la rencontre des autres, qu'on a vraiment une vision différente. Et je pense que le débat, il se terminera jamais avec les gens en parlant d'autonomie parce qu'on n'a pas la même vision. On le fait pas déjà pour les mêmes raisons. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les personnes, moi, ce que j'appelle les néo-autonomistes, les gens qui vont vers l'autonomie et qui ne connaissent rien, tu as des gilets jaunes, tu as des gens qui ont la solastalgie, les co-anxiétés, tu as des gens qui sortent d'un divorce et tout. Enfin, il y a des gens qui divorcent et qui se disent, mais moi, j'avais une vie d'urbain et maintenant j'ai envie de vivre autrement. Et rien que ça, quand tu vois déjà tous les schémas, tu verras que les gens ne partent pas sur la même autonomie. Et puis, comme tu disais, il y en a qui voudraient faire l'autonomie à plusieurs, d'autres qui ont envie d'être solo. Donc, partez sur votre projet à vous et éclatez-vous. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on conclut. Partez sur votre projet à vous et éclatez-vous. Ouais, le meilleur projet, c'est le vôtre, en fait. Voilà. Oh oui. Oh oui.